Bonjour à tous, je vous remercie de nous avoir rejoints pour cette heure consacrée à la filière industrielle solaire en Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis Karine Duhoy, responsable du pôle intelligence économique et territoriale à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Et donc, j'ai travaillé sur le projet de panorama régional sur la filière solaire, donc avec ma collaboratrice Nadejda Kobzova, qui en fera la présentation en première partie de ce webinaire. Il est important de souligner que ce projet, qui est un petit peu le prétexte à faire ce webinaire, a été mené en collaboration avec le Conseil régional, le pôle Tenerdis, Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, le syndicat Aura Digital Solaire, l'INES et une douzaine d'entreprises régionales. Ce panorama nous a permis de révéler tout le potentiel du tissu industriel qui accompagne le déploiement massif du solaire en région que nous constatons d'ores et déjà. Donc, en effet, en région, on a constaté également que la région était la première de France en nombre d'installations photovoltaïques. D'ailleurs, on a aussi observé une augmentation de 350% dans le résidentiel en 2 ans, ce qui est assez considérable. Et la région est également première en nombre de capteurs solaires thermiques et première productrice de chaleur solaire thermique. Pour illustrer cette dynamique régionale, j'ai le plaisir d'accueillir Anis Jouini, directeur général d'ECM GreenTech, qui en tant qu'acteur industriel au sein de la région soulignera les enjeux de l'industrialisation de la filière à travers la présentation de son offre de solutions. Et Céline Fallot-Butlet, responsable innovation chez Tenerdis, nous présentera des projets emblématiques de la filière solaire qui sont l'illustration de l'accompagnement des acteurs de la filière en région. J'en profite pour vous remercier de votre participation. Avant de donner la parole à Nadejda, quelques précisions pour le déroulé du webinaire. Donc, les micros des participants sont coupés et le webinaire est enregistré. Il sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Et les questions seront à poser dans le chat. Il y aura un temps de questions-réponses à la fin de la présentation. Et si nous n'avons pas le temps de toutes les traiter, nous vous enverrons un message avec la présentation qui va être présentée juste après. Donc, Nadejda, je te laisse la parole. Merci Karine et bonjour à tous. Je me présente rapidement, je suis Nadejda Kobzova, je suis chargée d'études et de veille au pôle IET, donc Intelligence économique et territoriale à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Et je vais vous présenter donc les résultats, les chiffres clés de notre panorama. Donc je vais commencer tout d'abord par quelques éléments de contexte. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui du solaire? Eh bien, tout simplement parce que c'est une source d'énergie qui est en très forte expansion. Donc, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, en 2022, 239 gigawatts de nouvelles capacités photovoltaïques a été installées, ce qui représente une hausse de 45% entre 2021 et 2022. Et la production solaire est en hausse de 24%. C'est donc la source d'énergie qui augmente le plus rapidement et de façon la plus forte comparée à toutes les autres sources d'énergie. Et plusieurs facteurs expliquent cela, mais le facteur peut-être le plus important, c'est la baisse de prix. Entre 2009 et 2021, on constate qu'il y a une baisse de prix, il y a une division x10 du prix du mégawattheure. Voilà. Donc en Europe, vous pouvez aller voir, nous avons la même dynamique. Les nouvelles capacités photovoltaïques augmentent de 40%. Et l'Europe représente 16% de la puissance installée mondialement. Nous avons aussi pu identifier 132 acteurs de la filière solaire en Europe, donc 132 fabricants sur le sol européen. Et en France, donc au niveau national, nous avons une dynamique légèrement plus contenue. Les capacités augmentent également, mais le chiffre est plus bas, donc plus 18,6% entre 2021 et 2022. Et en France, nous sommes le 4e pays d'Europe en termes de production solaire photovoltaïque. En premier lieu, on a l'Allemagne qui est suivie par l'Italie et l'Espagne.
Voilà, donc cette forte croissance s'accompagne aussi des politiques publiques à différents niveaux qui sont liées à des objectifs stratégiques tels que la décarbonation et la souveraineté énergétique. On a donc en Europe, par exemple, le plan Repower EU qui pose un objectif de 320 gigawatts de puissance solaire photovoltaïque installée à 2025 et de 600 gigawatts en 2030. Et nous avons aussi en Europe l'objectif d'atteindre 20% de la part couverte du besoin couvert par du besoin de consommation d'énergie d'électricité couverte par le solaire. Et juste pour comparer, aujourd'hui cette part est de 3%. Voilà, donc au niveau national, nous avons également de nombreux textes et réglementations qui encadrent la politique énergétique, donc notamment la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui pose aussi des objectifs d'installation et de puissance produite photovoltaïque et thermique. Donc, on a deux scénarios avec un objectif bas et un objectif haut et un objectif bas à 2028. Et au niveau régional, les objectifs sont spécifiés dans le schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires, qui également précise les objectifs de production et d'installation photovoltaïque et thermique. Et nous avons également un plan solaire régional qui se déroule en plusieurs étapes. Donc, la première phase consiste à solariser les toits des lycées, les préaux et les parkings attenants. Et la deuxième phase, c'est 250 centrales supplémentaires d'ici 2035. Voilà, donc comme l'a mentionné Karine tout à l'heure en introduction, la région Auvergne-Rhône-Alpes est la première région en termes d'installation photovoltaïque. Donc à la fin 2023, nous avions 142 000 installations en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce chiffre est en hausse de 22%. Pour comparer, au niveau national, on était à 18,6, donc on est légèrement au-dessus du niveau national. Et nous sommes la troisième région en termes de puissance photovoltaïque produite, donc 12% de la puissance totale. Si on regarde un peu plus en détail, on peut voir que ce sont les départements de l'Allier, du Cantal et de la Drôme qui produisent le plus d'énergie solaire photovoltaïque. Ces trois départements couvrent 45% de la production régionale, ce qui s'explique notamment par des installations plus puissantes dans ces départements-là. Donc, ce sont tout simplement des centrales solaires qui sont installées dans ces départements-là. Et au niveau du solaire thermique, la région Auvergne-Rhône-Alpes est également très bien positionnée. Notamment, on peut l'observer sur cette carte. En 2021, nous sommes la région avec le plus grand parc de capteurs solaires thermiques en France métropolitaine. On ne regarde pas ici les dom-toms, avec 451 000 mètres carrés des capteurs solaires thermiques en fonctionnement. Et nous sommes également la région qui produit le plus de chaleur solaire thermique. Donc en 2021, c'est 245 gigawattheures, un chiffre qui est légèrement en baisse en 2022 de 242 gigawattheures. Et pareil, si on regarde un peu plus en détail, donc par département, on voit que la tendance est légèrement différente du solaire photovoltaïque en termes de production solaire thermique. Ce sont les départements du Rhône et de l'Isère qui en produisent le plus, donc qui couvrent 34% de la production thermique régionale. Voilà, donc pour les éléments de contexte, on va passer à la partie vraiment analyse qu'on a effectuée lors de ce panorama. Donc,
Durant notre recensement, on a pu identifier 323 entreprises qui sont positionnées sur la chaîne de valeur. Sans compter les installateurs étant très nombreux, on les a analysés séparément et de façon un peu différente, notamment selon leur labellisation. Et donc, vous pouvez le voir, sur 1400 installateurs, nous avons 83% d'installateurs qui sont labellisés RGE. Voilà, donc et sinon, sur 323 entreprises de la chaîne de valeur, nous avons 192 établissements qui ont leur activité entièrement dédiée au solaire, ce qui représente 1450 emplois et au moins 840 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, nous avons aussi identifié quelques projets d'investissement, donc 70 projets d'investissement dans la filière solaire en Auvergne-Rhône-Alpes en 10 ans. Ces investissements ont généré, ou du moins annoncé, 1100 emplois et plus de 1 milliard d'euros d'investissement. Voilà, donc notre chaîne de valeur telle qu'on l'a définie et selon laquelle on a qualifié nos entreprises lors de notre analyse. Le premier maillon de notre chaîne de valeur, ce sont les fabricants. Et c'est essentiellement le seul maillon de la chaîne de valeur qui se situe sur la partie amont. Donc, on y retrouve notamment les fabricants des outils de production, les équipementiers, les concepteurs et les producteurs des technologies photovoltaïques et des matériaux, des fabricants de composants et les fabricants de systèmes et structures PV. Donc, ils représentent 26% sur la chaîne de valeur, 84 établissements. Et sur ces 84 établissements, nous avons 40% qui ont entièrement dédié leur activité au solaire. Ensuite, le prochain élément de la chaîne de valeur, la conception et développement. Alors, effectivement, dans notre chaîne de valeur, on a mis conception et développement après les fabricants, car nous y avons inclus notamment les bureaux d'études et d'ingénierie technique et financière. Donc, c'est pas la conception et développement des panneaux, mais plutôt la conception et développement et le montage des projets avec les panneaux des fabricants. Aussi un maillon important de la chaîne de valeur et très spécialisé solaire, donc sur 70 établissements de conception et développement, nous avons 73% qui sont entièrement dédiés au solaire. Alors ensuite, la distribution, donc nous avons 24 établissements, ça représente 7% de la chaîne de valeur. Et le développement des logiciels, donc notamment les logiciels d'optimisation et de pilotage des installations solaires. On a 21 établissements sur cette partie de la chaîne de valeur et ça représente 6% de la chaîne de valeur. Et on arrive à notre maillon le plus important, on va dire, 32%, 105 établissements, ce sont les exploitants, donc les exploitants du réseau, les producteurs d'énergie, les agrégateurs. Il peut s'agir des compagnies nationales telles que la Compagnie nationale du Rhône, ONJ, mais on parle également d'autres types de producteurs comme les sociétés d'économie mixte ou les collectifs citoyens qui se sont beaucoup développés ces dernières années. Donc, ensuite, nous avons un petit maillon maintenance, donc 1%, avec 4 sociétés qui font spécifiquement de la maintenance des panneaux solaires. Et enfin, un maillon petit, certes, mais très important et stratégique, qui est la fin de vie des panneaux solaires. Et donc, la région Auvergne-Rhône-Alpes compte parmi ses acteurs l'entreprise Rosy Solar, qui fait de l'extraction de silicium et de l'argent des panneaux recyclés pour revaloriser ensuite, les revaloriser ensuite sur le marché.
Voilà, donc très rapidement, la répartition géographique, vous pouvez le voir sur cette carte. La filière solaire en Auvergne-Rhône-Alpes est plutôt concentrée dans la partie Rhône-Alpes de la région, donc avec beaucoup d'acteurs dans le Rhône et dans l'Isère. Et on constate également que le Rhône concentre plus d'exploitants, ce qui s'explique notamment par des sièges et des antennes régionales des grandes compagnies fournisseurs d'électricité dans le Rhône, et l'Isère, mais aussi la Savoie, l'Ain et la Haute-Savoie avec une forte composante fabricant. Pour l'Isère, on peut dire que ça s'appuie sur la forte composante électronique aussi du bassin grenoblois. Voilà, et donc je vais terminer ma présentation du panorama avec un petit focus qu'on a fait sur les fabricants. Donc on s'y est intéressé particulièrement parce que voilà, avec les enjeux, la croissance du solaire, on constate que une renaissance d'une filière industrielle en Europe revient à l'ordre du jour. Et en lien avec ça, Auvergne-Rhône-Alpes a des atouts, notamment grâce à son système, grâce à son tissu riche d'industriels et des sous-traitants. Et donc, nous avons des entreprises avec des compétences importantes et quelquefois rares pour la filière industrielle solaire. Donc, si on regarde un peu plus en détail les compétences techniques de nos fabricants, donc la compétence technique prédominante chez les fabricants, 44%, c'est la fabrication de structures et de systèmes PV. Il s'agit notamment des assemblages de modules, de la fabrication d'onduleurs, de fixation de structures d'ombrières, des pergolas, etc. Ensuite, la deuxième compétence, la deuxième expertise très présente chez les fabricants, 27%, c'est la fabrication des composants. Donc, c'est des composants, ça peut être des composants connectiques ou électroniques, des verres ou cadres. Ensuite, deuxième expertise importante, troisième expertise, 18% des fabricants ont une expertise dans les technologies photovoltaïques et matériaux, donc tout ce qui est lingots, cellules, wafers. Et enfin, 11% de nos fabricants sont capables de répondre aux besoins des outils de production, donc les fours de cristallisation, les robots d'assemblage, etc. Voilà, donc la répartition géographique, on retrouve à peu près la même que pour l'ensemble des acteurs. Le Rhône et l'Isère étant très présents sur le maillon de la chaîne de valeur fabricant. Voilà donc ma présentation très rapide du panorama avec vraiment l'essentiel. Je vous inviterai bien sûr de la consulter pour une lecture plus approfondie, et je passe la parole à nos intervenants. Merci Nadejda. Donc effectivement, on comprend qu'à travers cette analyse de la chaîne de valeur, la région est bien dotée en compétences nécessaires à l'accélération du déploiement du solaire sur notre territoire. Et c'est justement la présence d'acteurs comme ECM GreenTech qui illustre le potentiel de notre filière industrielle. Et donc, Monsieur Jouini, expliquez-nous comment ECM GreenTech s'inscrit dans la renaissance industrielle du solaire qui s'opère aujourd'hui. Eh bien, excellente question. Donc, on aura plein de belles choses à partager avec l'audience. Donc, je vois qu'il y a à peu près plus d'une centaine de personnes, et merci d'avoir répondu présent. Et un grand merci à vous deux, donc Nadejda et Karine, pour cette opportunité aux côtés de Tenerdis pour vous présenter ce qu'on fait de beau chez ECM GreenTech. Donc, ECM GreenTech, ça fait partie du groupe ECM, 650 salariés. Donc, fabrication française et des capitaux français, bien évidemment. Et puis après, 160 millions d'euros de chiffre d'affaires et une forte activité à l'international qui dépasse les 80%. Donc, leader mondial quand il s'agit de la cimentation basse pression. Et puis, on est un acteur très actif quand il s'agit de la décarbonation et puis tout ce qui est transition écologique. Donc, on fait tout au long de la valeur tout au long de la chaîne de valeur. Et puis, bien évidemment, on réunit pas mal de compétences
essentiellement autour de la thermique et de la haute température qu'on met au service de l'industrie. La slide d'après, s'il vous plaît. Donc là, vous avez l'ensemble des sociétés du groupe. Donc CM Technologies, Greentech, Semco, Anilsys et Carbone. Donc on est partie prenante de l'aventure carbone et il y aura un slide sur le sujet. Donc si vous pouvez passer pour la suite, donc la slide d'après, parce qu'on va détailler qu'est-ce qu'on fait dans ces différentes entreprises. Avant de passer au détail de notre offre d'équipement, nous sommes un groupe qui est très présent. Il est du côté du marché. On est présent dans une trentaine de pays, donc à peu près nos marchés essentiels. Et puis là, on s'inspire énormément. Donc, pour vraiment être au service de l'industrie, il faut s'inspirer de l'industrie pour préparer, on va dire, les solutions d'aujourd'hui et celles de demain. La slide d'après. Donc là, vous avez, donc comme on est dans un contexte région, donc on est essentiellement présent sur Grenoble. Donc au total, donc il y a à peu près 8 sites de production, moitié sur Grenoble et moitié sur Montpellier. Donc parce que donc il y a une croissance en interne au groupe, il y a une croissance extérieure aussi par acquisition d'entreprises qui étaient essentiellement du côté de Montpellier. Et bien évidemment, donc c'est un bassin aussi. On a parlé des 650 emplois, et puis après il y a aussi, on embauche pas mal de compétences en non permanent, donc des intérimaires et autres pour soutenir notre croissance. La slide d'après. Donc vous voyez à peu près sur ce graphe la croissance en fait en interne au groupe entre 2009 et 2022. Donc c'est vraiment une belle croissance, une croissance saine avec des activités qui tournent essentiellement autour de l'activité cœur du groupe ECM, qui reste la fabrication de fours essentiellement, donc sous vide, haute température, pour différents types d'applications. On verra tout à l'heure les applications visées par le groupe. Et puis après, j'ai cité un peu auparavant, donc la croissance externe. Et ceci en fait est fait essentiellement, c'est une entreprise familiale. Et puis on est soutenu par BPI France, ce qui donne aussi une assise en fait quand on est essentiellement à l'international. La slide d'après, on a essayé de résumer parce que on va dire, on a un public qui est très mélangé. Donc par moment, on va descendre un tout petit peu au niveau technique et par moment, on va vraiment présenter l'offre globale. Et l'idée en fait qu'on a eue avec Nadejda et Karine, c'est de vous montrer qu'est-ce qu'on fait, et bien évidemment d'ouvrir la porte, de rentrer en contact pour vraiment avoir beaucoup plus de détails sur une offre ou l'autre. Donc le groupe, au sein du groupe, on a cité plusieurs sociétés. ECM Technologies, c'est essentiellement traitement thermique sous vide. On a parlé de la cimentation basse pression. Transformation de matériaux, donc il ne faut pas se le cacher. Aujourd'hui, les enjeux pour l'Europe, c'est la matière première et être capable de transformer cette matière première pour les besoins dont on vise. C'est le cas pour le photovoltaïque, pour les batteries lithium, pour l'hydrogène, pour tout ce qu'on souhaite. Parce que si on a une matière première et on ne saura pas la transformer, ça ne sert à rien, on va l'envoyer ailleurs pour être transformé, pour la récupérer sous forme de produits finis. Donc, on est généralement mis au bout. Donc, quand on a besoin d'un équipementier, on va aller voir. Mais vraiment, l'équipementier aujourd'hui, c'est le maillon fort avec une source de matière première à transformer ou à recycler d'ailleurs. On répond également aux projets spécifiques dans des applications plutôt très dédiées et telles que le nucléaire. On a une offre robotique en fait pour des solutions de traitement thermique et des solutions que ce soit accompagnant des équipements ou bien des solutions isolées. Si on regarde la slide d'après pour OCM Greentech, celle d'avant s'il te plaît. Donc pour OCM Greentech, l'offre elle est très diversifiée, mais elle touche énormément tous les secteurs actifs. Donc d'un côté on est sur le renouvelable. Renouvelable, ça veut dire photovoltaïque, stockage batterie et hydrogène. Et puis on est également dans le domaine des semi-conducteurs parce qu'on utilise quasiment le même savoir-faire. C'est des fours sous vide. La dimension des plaquettes est quasi la même. Les équipements qu'on utilise et le savoir-faire, il est très proche. Et Nadejda a cité, donc on a un écosystème grenoblois qui est très riche autour de la microélectronique. Et puis, on a gardé également une activité de croissance cristalline, croissance de saphir et carbure de silicium pour des applications que ce soit de sécurité ou d'optique, et ainsi que d'autres.
L'entreprise Semco, on pousse un peu le modèle d'équipementier, on y va vers la production de composantes. Ici, c'est l'exemple des chacs électrostatiques ou bien des composantes gaz où on a un portefeuille de vannes diversifiées. Donc, le groupe, il est très ouvert, très agile. Et puis, là où il y a vraiment de la logique dans notre activité, bon, on peut franchir le pas, y aller. C'est l'exemple aussi dans le photovoltaïque à carbone que j'expliquerai tout à l'heure. Donc, on a également donc une de nos acquisitions, donc c'est Anil6, c'est le même cœur de métier pour différents types d'applications. C'est des dépôts sous vide, des dépôts chimiques en phase vapeur, et puis c'est l'entreprise également du côté de Montpellier. Si on regarde la slide d'après, qu'est-ce qu'on va voir? On va revenir un peu dans le monde du photovoltaïque et le monde qui a été donc le panorama un peu international qui a été expliqué très précisément par Nadejda. C'est un fort potentiel. La présentation de Nadejda s'est arrêtée en 2022. Si on regarde 2023 et au-delà de ça, on voit bien que les 252 gigawatts installés dans le monde, ils passent à 392. Ça veut dire qu'ils se rapprochent des 400. Et cette année, on attend à peu près 470. Retenez bien le chiffre, hein, on est au-delà de 400 gigawatts annuels. On se rapproche du monde des terawatts. Le patron de l'IEA, donc Fatih Barol, l'a dit il y a quelques années, vous êtes face au roi des énergies. We are in the front of the solar king. Solar energy is the king of the electricity, not worldwide, in Europe. C'est-à-dire en Europe, on va avoir une énergie solaire qui s'impose. Qu'on le veuille ou pas, elle est là et elle s'imposera. Donc nous, on y croit énormément au sein du groupe. Et puis quand on regarde les investissements, pas uniquement dans le solaire, dans tout ce qui est en relation avec la transition énergétique, on voit un chiffre faramineux, quoi. 1,8 trillion. Et quand on regarde où ça se passe, eh ben, vous avez les 3 destinations essentiellement. Il y a bien évidemment le dragon chinois qui cache un peu le soleil. Et on se rapproche, hein, le 10 février, c'est l'année du dragon du côté de la Chine. Ils ont une vision, ils ont une stratégie et ils le veulent, ce renouvelable. Des gens, ils disent ça se passe dans l'anarchie, d'autres, ils disent tout est calculé, peu importe. Aujourd'hui, c'est des gens qui mettent de l'argent sur la table pour investir. C'est au-delà de 600 milliards du côté de la Chine qui ont été mis en 2023. 600 milliards, c'est l'équivalent de ce qui a été mis du côté des États-Unis et des 27 réunis. Donc ça vous donne l'ordre de grandeur, quoi, à peu près. Et c'est pour sécuriser une industrie photovoltaïque dans le monde, on n'a pas besoin uniquement d'acteurs industriels et technologies, on a besoin de réglementation, on a besoin de financement. Et donc, chacun s'équipe comme il veut. En Europe, on parle beaucoup ces derniers temps donc, de l'NZIA. Et puis, on essaie de l'avoir le plus vite possible. Ça prend du temps. C'est long en Europe, mais c'est comme ça. Quand on met 27 petits dans une même chambre qui ne parlent pas la même langue, pour qu'ils se mettent d'accord, ça prend un peu de temps. L'IRA aux États-Unis, c'est en marche. Pour vous donner une idée, donc on a pratiqué ces derniers temps donc des initiatives pour installer et produire des panneaux, des cellules et des wafers du côté des US. Entre le moment où on dépose et le moment où on a l'argent, c'est 4 mois. Quand on regarde des mécaniques semblables niveau Europe, telles que l'UPCEI ou NZIA qui n'est pas encore finalisé, on est à une fréquence entre 2 et 4 ans. Donc ça, c'est un point d'amélioration. Il faut vraiment le changer. On est face à une urgence climatique, une urgence de souveraineté, une urgence de mettre les choses en place et on ne peut pas se permettre 4 ans. 4 ans, dans le monde du photovoltaïque, c'est une éternité. Et puis l'Inde, ils ont mis une mécanique identique qui s'appelle PLI. C'est quoi ces mécaniques? C'est de la subvention, de l'aide. C'est une aide sur la durée. Et puis, bien évidemment, que ce soit l'Inde et les États-Unis, ils mettent aussi une barrière à l'entrée. Donc, si on veut avoir une industrie photovoltaïque durable, eh ben, on devrait jouer sur plusieurs fronts. Ça veut dire protéger, aider et axer nos futurs développements sur une offre très innovante. Si on passe à la slide d'après, on va voir, c'est une courbe, peut-être les experts la connaissent par cœur, mais pour vous montrer, on connaît bien les autres domaines technologiques, de la croissance cristalline ou des semi-conducteurs, mais ce qu'on voit dans le domaine du solaire, c'est vraiment énorme.
on est à un pourcentage en fait de 35%, ce qu'on appelle la courbe d'apprentissage. Et on regarde la capacité à installer en fonction du prix. Et ça continue à baisser. Aujourd'hui, on parle d'un coût de fabrication de modules de 15 centimes par le watt peak. Et puis, c'est vraiment décomposé presque 3 morceaux équivalents en ce qui concerne la transformation du polysilicium, la transformation en wafer et la transformation en cellule. Et puis, la partie majeure reste sur le module parce que on fait appel à l'alu, on fait appel au verre, on fait appel au backsheet, à l'EVA, etc. Et ça, c'est parce qu'il y avait vraiment on va dire, une acceptance par monsieur et madame tout le monde dans le cadre de tous les marchés, que ce soit le marché du résidentiel ou les centrales au sol ou l'intégré bâtiment. Pour vous donner une idée, l'Allemagne a installé 14 gigas en 2023, dont 7 dans le secteur du résidentiel. Donc nous, on est très contents en France, on a tout installé 3 gigas, ce qui est vraiment un très bon chiffre avec une belle croissance, mais tout est possible. Donc tout à l'heure, Nadejda a montré que les 3 qui tirent en Europe, c'est l'Italie, l'Espagne et puis l'Allemagne. Donc on a notre place, on est dans le top 4, mais il y a moyen de faire mieux. Si on regarde la slide d'après, on va voir que qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Donc on a des centres d'innovation, on a des équipementiers. Par moment, on n'arrive pas à couvrir toute la chaîne des équipementiers parce que il y a des compétences qu'on a perdues, donc il faut aller les chercher en Asie. Et puis c'est facile à les remettre. C'est le marché qui conditionne. Si on a un marché, donc toutes ces structures derrière. Et ce graphe est préparé par un ami à moi qui s'appelle Jochen Rentsch, en fait, du côté du Fraunhofer ISE. Il met les différents acteurs. Donc ce graphe, je pense qu'il date de 2022, parce qu'il y a des acteurs qui ont disparu et d'autres qui sont là, mais on voit bien qu'il y a pas mal d'acteurs. Nadejda a cité, elle a dit 100 et quelques niveaux Europe, et ça couvre toute la chaîne de la valeur. Ce qui manque aujourd'hui, c'est vraiment l'échelle. Nous avons plusieurs acteurs, mais ils n'ont pas la bonne échelle. Et puis l'échelle, c'est elle qui baisse les coûts, c'est elle qui donne des offres très innovantes, c'est elle qui tire l'innovation, et c'est là où on peut gagner de l'argent. Donc j'ai regardé les 5 majeurs qui dominent le marché. Donc Trina, Longi, Jinko, GA Solar et Tongwei. À eux 5, en moyenne, ils ont une capacité module de 85 gigawatts par acteur. Donc on sait tous faire les calculs et on adore ça. Si on fait 85 x 5, ça nous fait 400 et plus. Et on avait dit en 2024, on veut installer 400 et plus. Donc ça veut dire qu'avec les 5, on peut répondre aux besoins du marché international. Donc on a vraiment besoin d'être aidé, de protéger les frontières et d'axer nos nouvelles offres sur l'innovation pour exister avec ces 5. Et la bonne nouvelle, c'est que le marché de demain, 2030, on vise 700 à 800 gigawatts annuels. Donc, il y a la capacité, elle monte. Et cette capacité, elle est toujours tirée par des produits plus performants et moins coûteux. Si on regarde la slide d'après, pour clarifier un peu notre offre ECM, sur la chaîne de la valeur, nous, on se positionne sur le lingot, le wafer avec des partenaires et la production de la cellule. Et nous aurons des équipements clés pour ces 3 maillons de la chaîne, le pooler, la partie robotique et puis les équipements de dopage bore, phosphore, de dépôt de polycristallin. C'est sur ça qu'on se positionne. Et puis, bien évidemment, on ira chercher des acteurs européens pour compléter notre offre, pour sécuriser, on va dire, tout le procédé d'une cellule TOPCon haute performance depuis le lingot jusqu'à, on la passe à monsieur qui va faire des modules. On dit, tiens, la cellule, elle fait du 24,5 ou 25% pour l'assembler au module. Et derrière ça, si on peut passer à la slide d'après, donc vous avez les détails du produit. On s'oriente vers bien évidemment, ça c'est le standard industriel aujourd'hui qu'on est en train de rattraper. La fabrication des fours, c'est pas nouveau pour le groupe ECM. On connaît, mais aujourd'hui, produire en série à bas coût, c'est là où on se casse la tête pour vraiment être présent et être compétitif. Idem pour la slide d'après, pour l'équipement de dépôt sous vide. C'est des choses que, donc c'est notre filiale Semco qui faisait ça depuis des années, plusieurs dizaines d'années. Et aujourd'hui, on s'adapte. On s'adapte à quoi? On s'adapte à la taille des wafers, qui sont de plus en plus larges. On s'adapte à la cadence
qu'il faut sortir des milliers de wafers par heure, et puis bien évidemment des dépôts très fins et contrôlés. Et donc pour ça, la slide d'après, on a une feuille de route qu'on partage avec les centres de recherche et développement clés dans le domaine. Donc, je ne vais pas la détailler, mais bon, Nadejda partagera la présentation avec vous tous et Karine. Et puis, là-dessus, on est très ouvert. On a le cœur bas toujours pour mes collègues de l'INES et du CEA-INES. Donc, on travaille d'une façon très étroite avec eux. Et puis, bien évidemment, on s'ouvre pour nos amis allemands aussi qui avancent très, très vite avec nous et qui nous soutiennent. Et on est dans un mode vraiment très ouvert d'innovation et qu'on essaie de renforcer notre offre avec une innovation de classe internationale. Nos secteurs, pour la slide d'après, vous verrez, c'est des secteurs très soutenus par France 2030, bien évidemment. Et tout ce qu'on fait, équipement, procédés, connaissance, savoir-faire, intégration de lignes complètes, des fois on ira jusqu'à intégrer la ligne. Et ça, on le fait au service d'acteurs industriels. Vous avez entendu parler de l'initiative carbone, une initiative très ambitieuse, 5 gigawatts tout au long de la chaîne de la valeur, du lingot jusqu'au module. Et ben, nous mettons tout ce que j'ai présenté au début au service de carbone. Et en plus de ça, donc le groupe apporte aussi du cash dedans. Donc ça veut dire le groupe est actionnaire aujourd'hui dans cette initiative carbone. Il y en a d'autres qui ont fait le pas avant, tels que Meilleur Burger en Allemagne. Donc nous, on le fait en partie. Et puis on se pose la question sur les équipements de nouvelle génération pour avoir une industrie pas uniquement compétitive, mais durable. On a un deuxième exemple qui vient juste tout de suite derrière, dans le monde de l'hydrogène cette fois-ci, avec l'initiative Genvia, qui était une start-up et maintenant qui monte en puissance, une start-up entre le CEA, Schlumberger et d'autres. Et le modèle est presque équivalent, sauf qu'ici, on est fournisseur de solutions, fournisseur de bons de conditionnement, fournisseur de hotbox, et puis on travaille dans un mode très étroit, très ouvert. Il y a une proximité avec leurs équipes du côté CEA Grenoble, et nous, on est basé à Pont-de-Claix. La slide d'après montre que nous avons la confiance de l'État et nous sommes soutenus dans nos projets, que ce soit des projets de développement et d'innovation ou des projets maintenant, on s'ouvre un peu à l'Europe avec des consortiums qui peuvent vraiment nous aider pour être innovants dans le monde du photovoltaïque. C'est pas facile. Il faut vraiment s'entourer par des bons pour pouvoir être là. Et je vous cache pas, donc l'activité de CMTech sert aussi les géants dans le domaine du véhicule électrique. Donc le groupe, dans son ensemble, on est très sensible et on souhaite être un acteur majeur, pas à la marge, mais majeur dans cette transition énergétique. Si on regarde la slide d'après, tout ça, on le fait par respect, bien évidemment, à l'empreinte carbone de nos équipements et de nos procédés. On se pose la question, comment faire des équipements qui consomment moins d'électricité, qui consomment moins de gaz, qui ont une empreinte au sol plus faible. Et ça, c'est un axe de développement qui avance très très vite en interne. Et je finis avec la dernière slide avant de vous remercier. Donc la dernière pour vous dire, on est une équipe très diverse, très, très unie. On arrive à attirer les talents dans la région et on souhaite à ce que d'autres nous rejoignent. On mise sur l'innovation, on a la confiance de nos partenaires et la reconnaissance de nos pairs qui s'est traduite, je ne sais pas si ça coïncide ou pas, depuis mon arrivée. Donc, le groupe a été honoré à 2 reprises par l'équipe, par le prix de l'entrepreneur de l'année par UI et puis après la CCI de Grenoble, là où le groupe était élu meilleure entreprise en croissance entre 2022 et 2023. Dernière slide pour vous remercier. Et n'hésitez pas, on embauche, rejoignez-nous. Il y a des gens vraiment très motivés, ça avance très très vite et on est à Pont-de-Claix, donc dans un cadre magnifique. Merci à tous. Merci, Monsieur Jouini. Madame Fallobuclet, donc après cette mise en évidence des opportunités pour les acteurs régionaux de développer leur activité sur la filière solaire, pouvez-vous nous donner quelques exemples de projets emblématiques réalisés en région? Bien sûr. Et je commencerai par dire que c'est très important que l'écosystème propose des projets, puisque comme l'a rappelé tout à l'heure Anis, il y a 3 leviers pour déployer la filière.
protéger, aider et puis anticiper l'avenir avec identifier les leviers de croissance qui sont émergents dans notre écosystème actuellement et qui vont continuer à se développer pour continuer d'enrichir la filière de nouvelles compétences. Avant de vous présenter ces projets, j'en ai fait une sélection. Je vais vous dire quelques mots de Tenerdis pour vous dire pourquoi est-ce que Tenerdis accompagne ces projets, au-delà de la nécessité pour la filière de se structurer et d'être accompagnée. Tenerdis, donc c'est un pôle de compétitivité, c'est une structure d'accompagnement à l'innovation, de développement économique par l'innovation. Donc notre mission première, c'est d'accompagner les acteurs économiques et académiques de recherche et les entreprises et les collectivités territoriales pour déployer les solutions innovantes autour de la transition énergétique. Donc, on est vraiment à la croisée des chemins entre les enjeux de la transition énergétique et les enjeux de souveraineté énergétique et de déploiement industriel des filières. Parmi les filières travaillées chez Tenerdis, on met l'accent sur 9 filières, des phases amont jusqu'à l'aval, pour répondre à 4 enjeux identifiés pour la transition énergétique: la production d'énergie renouvelable avec la gestion dans le mix, tout ce qui est autour du stockage, de conversion d'énergie de filière hydrogène. 4e enjeu adressé, le pilotage, l'intelligence et l'efficacité énergétique dans les systèmes. Et enfin, pour reboucler l'ensemble, des sujets d'impact environnemental et de sobriété. Et c'est en arrivant à adresser ces 4 enjeux qu'on arrivera à atteindre les objectifs qui ont été mentionnés précédemment, non seulement sur le déploiement des ENR, mais sur une stratégie nationale bas carbone dans son ensemble. Et pour ça, on a besoin de l'ensemble des filières. La filière solaire y contribue très largement, mais il faut aussi voir que toutes ces filières s'alimentent les unes les autres et que le solaire se déploiera si les autres filières avancent aussi. Le pôle Tenerdis existe depuis 2005, c'est-à-dire que depuis cette date, on enrichit nos portefeuilles de projets, de compétences. Donc, ECM est un excellent exemple, puisque ECM fait partie des fondateurs du pôle Tenerdis et continue à alimenter notre portefeuille de projets. Il y a d'autres sujets sur lesquels on travaille actuellement pour le solaire de demain. Je vous en fais une sélection là de 4 projets que je vais détailler juste après. Le premier va parler d'agrivoltaïsme. L'intérêt de l'agrivoltaïsme, c'est de travailler sur la symbiose qui peut exister entre la production d'énergie et la production agricole. Et tout cela se fait si on met un peu d'intelligence au milieu. Ophélia, c'est un projet qui parle de grand linéaire, qui réfléchit l'infrastructure électrique pour des installations en ligne. Le PV flottant, c'est une technologie qui permet d'adresser de nouveaux sites de production sur l'eau. Et enfin, je bouclerai la boucle avec un projet autour du recyclage qui a déjà été légèrement évoqué tout à l'heure avec Rosie. Premier projet, l'agrivoltaïsme. Donc ça fait un peu partie des projets historiques de Tenerdis, à l'époque où il y avait une forte composante industrielle en région et le déploiement des énergies se faisait encore plutôt dans le sud de la France. Et on a vu qu'en fait, pour favoriser le déploiement de certaines cultures, et ça c'était le sujet, c'était d'identifier les cultures sur lesquelles l'agrivoltaïsme est le plus pertinent, et les couvrir selon certaines conditions, selon certaines orientations, pouvait avoir du bénéfice pour le développement de la plante, mais aussi en termes de production agricole, puisque les installations photovoltaïques, agrivoltaïques, peuvent être aussi plus proches d'infrastructures électriques permettant l'injection sur les réseaux à moindre coût. Donc, ce projet a été financé dans le cadre de l'ancêtre de France 2030, avec des contributions des collectivités territoriales, d'acteurs de la recherche et d'acteurs industriels pour initier ces premiers projets agri-photovoltaïsme. Ensuite, un label a été créé parce qu'il y a tout ce travail autour de structures de filières qu'on accompagne aussi. Label qui permet de justifier les conditions dans lesquelles le déploiement de l'agrivoltaïsme se fait de manière le plus vertueuse possible. Et avec cet exemple, je voulais montrer non seulement l'intérêt des différentes parties prenantes, acteurs académiques, acteurs privés et publics, mais aussi l'accompagnement qui se fait dans le déploiement à terme des projets initiés avec une idée qui était d'associer des compétences de secteurs diversifiés.
Le second projet va parler, est plus récent. Il vient d'être lancé, il est financé dans le cadre de France 2030 et il répond à un enjeu qui correspond à identifier le plus grand nombre possible de surfaces dans lesquelles des installations photovoltaïques peuvent être installées. Ça répond à un enjeu de massification des solutions et d'identification de nouveaux terrains avec des typologies très particulières pour le déploiement des solutions photovoltaïques. Il y a une solution qui consiste à mettre donc les panneaux les uns à côté des autres, donc c'est ce qu'on appelle le PV linéaire. Et en fait, pour développer ces solutions, il faut aussi imaginer l'infrastructure électrique qui est adaptée. Donc, pour répondre à cette solution, un consortium d'acteurs économiques et de recherche aussi, la CNR qui développe donc des installations photovoltaïques le long du Rhône, actuellement, mais pas seulement, Nexans qui va travailler sur les câbles qui vont bien, Schneider sur le pilotage, la SNCF qui, le long des voies ferrées, peut aussi disposer de sites adaptés, il est intéressé par les résultats du projet, et l'Institut Supergrid qui est l'acteur recherche qui a initié aussi les recherches en amont des projets pour justifier qu'il y a quelque chose à creuser. Donc pour le moment, cette installation fait l'objet d'un démonstrateur sur 350 mètres linéaires, donc on couvre une vélo-voie. Et l'idée du projet, c'est de voir dans quelles conditions est-ce qu'on peut rallonger, qu'est-ce que ça veut dire si on fait ce genre d'installation sur des centaines de mètres, voire des dizaines de kilomètres, et en termes de gestion de l'énergie, quelles sont les conséquences sur la production. C'est un projet qui vient de démarrer, on va suivre le projet comme précédemment, et on aura l'occasion d'en reparler au fur et à mesure des développements à venir. Autre option pour identifier de nouveaux terrains pour le déploiement du solaire photovoltaïque, le solaire flottant. Le solaire flottant consiste à disposer de trackers sur l'eau. Vous pouvez vous dire, électricité, eau, comment font-ils bon ménage? Il se trouve que, pareil, en identifiant, en cherchant les conditions dans lesquelles on peut trouver une bonne articulation entre la production d'énergie solaire et la préservation de sites, on voit qu'il y a des opportunités pour déployer ce type de solution. Après, pour les déployer, il faut trouver le support pour les panneaux qui va bien, qui va pouvoir s'adapter à l'évolution des niveaux d'eau, ainsi que le tracker qui va pouvoir orienter le panneau photovoltaïque pour optimiser la production d'énergie, tout en veillant aussi à ce que la faune et la flore dans le site soient préservées. Et comme sur l'agriculteur, on voit que sur certaines conditions, il peut y avoir des effets bénéfiques au déploiement de ces solutions. Donc tout ça est testé. Là, c'est un projet qui se déploie en station de montagne et l'intérêt, c'est aussi de rapprocher la production d'énergie solaire au site de consommation, toujours dans une logique de produire la bonne énergie au bon endroit, au bon moment. Ce projet fait aussi l'objet d'un déploiement ultérieur, donc avec d'autres consortiums également localisés dans notre région, notamment par l'ingénierie Artelia, qui développe un banc d'essai spécifique et qui va pouvoir continuer à travailler sur le déploiement de cette solution en faisant, à partir de modélisation numérique, entre une interaction modélisation numérique et physique, déployer les solutions solaires. Donc, vous voyez, toujours dans ces solutions, on fait appel aussi à des compétences qui sont issues d'autres secteurs, d'autres filières économiques et d'autres disciplines universitaires. Dernier projet sur lequel je voulais mettre l'accent, le projet ROSI. Donc, c'est un projet, bon, comme tous les autres, mais qui, lui, est porté par une start-up. Cette start-up est née d'un transfert de technologie d'un laboratoire de l'Université de Grenoble, le CIMAP, sur une entreprise, donc qui a suivi tout le cheminement de progression accompagné par tout un ensemble de structures, Tenerdis, mais pas seulement, parce que tout ça, c'est possible que si on travaille bien en réseau, et c'est vraiment pour ça qu'on contribue aussi à ce type de webinaire. ROSI, à son démarrage, a été accompagné par l'incubateur local, l'INSIOM.
On a pris le relais sur l'identification de guichets de financement régionaux, puis nationaux, puis européens, de manière à accompagner la croissance de cette ligne pilote qui a pu être inaugurée il y a quelques mois à Namur, en Isère. Donc, l'objectif, c'est d'industrialiser le procédé de recyclage des métaux à haute valeur ajoutée que l'on trouve dans les panneaux photovoltaïques, et le tout dans une logique aussi d'empreinte environnementale faible, puisque les technologies d'identification de métaux se fait avec de la chimie douce, et donc aussi avec des procédés qui permettent de récupérer non seulement le silicium, mais surtout le cuivre et l'argent, pour que derrière des filières puissent les réutiliser en tant que telles. Le potentiel est énorme. Aujourd'hui, la plupart des panneaux qui ont été installés sont installés en activité, puisque la durée de vie d'un panneau dépasse la vingtaine d'années. Néanmoins, la filière commence à se mettre en place, à se structurer, puisque les panneaux qui ont été installés il y a 20 ans, on a vu que plus ça va aller, plus il y en aura, vont faire l'objet de traitements de recyclage. Donc ça, c'est vraiment le tout début d'une filière en émergence dont les origines sont issues d'un laboratoire de Grenoble. Voilà pour ces 4 projets. J'ai voulu identifier sur les différentes, avec des typologies d'acteurs et de porteurs diversifiés. Et cette slide, oui, très bien, c'était pour vous montrer qu'on continue à alimenter cette dynamique de projet, puisque justement, il faut continuer à promouvoir ce qui est issu des projets, mais aussi les compétences existantes pour faire émerger de nouveaux projets. Et c'est pour ça qu'on organise des journées collaboratives. Donc, la prochaine aura lieu le 19 mars. On aura des ateliers aussi pour que les acteurs se rencontrent, échangent entre eux et puissent imaginer les projets de demain. Voilà pour Tenervis. Merci, un grand merci à vous deux, Céline Fallot et Yanis Jouini. Peut-être une dernière question, puisque je vois que dans le chat, nous n'avons pas de questions qui nous sont remontées par nos intervenants. On voulait vous demander votre point de vue justement sur la renaissance de la filière industrielle solaire en Europe. Enfin, comment vous voyez ça? Est-ce que vous la voyez possible vraiment? Et voilà, sur quel… vous avez parlé tout à l'heure effectivement des facteurs qui permettraient justement l'installation, le développement, le déploiement de cette filière. Mais voilà, qu'est-ce qui ferait que ça pourrait aussi partir peut-être de la région qui impulserait voilà, cette dynamique? Anis ou Céline, Vous n'avez pas votre micro d'ouvert, Monsieur Jouini. Eh oui, j'aurais pu parler longtemps avec un micro coupé. Merci pour la question. Pour moi, c'est une évidence que vraiment il y a un retour ou une industrialisation et une maîtrise de faire ce panneau solaire et puis tout ce qui va avec. Bien évidemment, on peut parler de l'onduleur, on peut parler… pour la simple raison, d'abord, on est en train de vivre une électrification massive. Donc, on a besoin de plus en plus d'électrons. Les voitures sont électriques. Et puis, donc, on a besoin que ce soit quand il fait froid ou il fait chaud, donc la problématique est la même. Et ça, c'est une société qui va vers une électrification massive. Il y a besoin d'électrons. Et si on le prend de ce côté-là, le consommateur, pour être honnête, il regarde énormément le prix. Donc, il va regarder donc on a un électron qui est pas cher et renouvelable, pour lui, c'est le Graal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de particuliers cherchent à se procurer d'installations photovoltaïques, en autoconso ou autre, peu importe, parce qu'il y a un vrai besoin. Et puis, c'est une énergie qui est, on va dire, au plus simple, le prix qui va bien, et puis bien évidemment, elle a montré une certaine maturité. On a mis des modules. Les gens, ils avaient peur au début, est-ce que ça marche pas? Aujourd'hui, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, c'est d'une fiabilité remarquable.
Et le dernier point, si on ne maîtrise pas une production, peu importe l'échelle, 5, 10 ou 20 gigas, nous serons incapables demain de comprendre comment cette technologie évolue, c'est quoi ses problématiques, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Sinon, on va recevoir le sandwich tout prêt, il fonctionne, il ne fonctionne pas, on va l'installer et on saura pas le valoriser. On ne saura pas comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Et les objectifs de l'Europe aujourd'hui, c'est quoi? C'est de sécuriser un écosystème de 30, 50, 60 gigas. C'est même pas un acteur chinois à lui tout seul. Bon, je trouve ça pas ambitieux. Donc pour toutes ces raisons-là, la marche n'est pas haute, le marché est là. Quand on regarde prix d'électricité, même si on ne produit pas le module, on parle toujours d'un delta de 5 centimes ou de 6 centimes quand on produit en Europe. Mais quand on le ramène au mégawattheure, par rapport à d'autres sources d'énergie, c'est rien du tout. Quand Nadejda a parlé du coût du kilowattheure au mégawattheure, c'est vraiment très faible. Donc pour ces raisons-là, moi je dis c'est une marche obligatoire. Elle se fera avec des acteurs européens ou d'autres, mais elle se fera en Europe parce que les modules sont lourds. Les transporter, c'est une bêtise. Les produire à côté, là on va l'installer, c'est une évidence. Donc pour moi, oui, il y aura un retour en industrie en Europe. Avec qui? Ça, c'est une question. On espère avec nous, hein, avec ECM, avec Carbone, avec Holosolis, avec tous ceux qui s'activent pour vraiment avoir un climat favorable et autres. Et je finis par ce dernier point. Il y a une acceptation de monsieur et madame tout le monde qui est remarquable. Donc, tous les projets sont passés par ce qu'on appelle une CNDP, Comité national de débat public. On a pratiqué ça par le passé avec l'équipe Inès et Arnaud Biron là-dessus. On voit bien les gens, quand on leur parle de produire un panneau solaire à côté, ils sont tous demandeurs. Donc, tout est réuni. Il y a qu'à. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Très bien. Merci, Monsieur Jouini. Nous avons deux autres questions. On y répondra naturellement à tous dans un message qu'on vous enverra juste après le webinaire. Je vois qu'il nous reste 3 minutes. Donc, je vais me permettre de conclure avec des éléments financiers, j'allais dire, sur des dispositifs qui sont mis à disposition parce que il paraît effectivement évident que nous sommes à un tournant de la solarisation en région. Et donc, la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec l'appui de son agence économique et de l'ensemble des acteurs de l'accompagnement des entreprises, donc aide à monter justement et à réaliser des projets à travers différents dispositifs. Je ne vais pas les détailler ici, mais vous avez un outil de diagnostic, un prêt, un fonds d'investissement, une offre clé en main, d'autres appels à projets qui sont annuels. Il y a un AMI d'ailleurs qui est en cours. Et je voulais simplement faire le focus sur un nouvel appel à projet européen qui propose une subvention jusqu'à 10 000 € pour l'achat ou l'installation de systèmes photovoltaïques. Donc, je vous ai mis ici les contacts des personnes que vous pouvez adresser pour avoir plus d'informations sur l'ensemble de ces aides. Voilà, et si vous voulez aller un peu plus loin sur la connaissance de cette filière, donc je vous invite à vous rendre à la journée énergie pour l'industrie du 13 février, mardi prochain, donc qui se déroulera à Lyon, et lors de laquelle est proposée une masterclass consacrée aux enjeux et challenges pour la filière solaire régionale. Alors, juste un petit aparté, la session est complète, mais n'hésitez pas à nous recontacter parce qu'il y aura certainement des désistements sur les participants qui se sont inscrits à la session. Donc, si vraiment vous voulez y participer, n'hésitez pas soit à vous présenter directement aux organisateurs, soit à nous envoyer un message. Cette masterclass serait très complémentaire de ce qui vous a été présenté ici aujourd'hui. Et vous pourrez aussi rencontrer une douzaine d'exposants sur le village solaire. D'autre part, comme Nadejda vous l'a indiqué, le panorama est consultable en ligne sur notre plateforme Intelligence économique et territoriale et sera bientôt complété par une carte des acteurs de la filière. Donc, vous aurez une cartographie dynamique des acteurs de la filière, donc les fameux 363, si je ne me trompe pas, entreprises qui seront positionnées sur la chaîne de valeur.
Enfin, donc sur les documents un petit peu de référence également, je vous invite à consulter le rapport PERSES qui a permis de faire ressortir les forces et faiblesses de la filière et qui a donné lieu à 40 propositions pour le développement de la filière. Donc vraiment très intéressant et qui donne aussi un état des lieux de la filière photovoltaïque en région. Et pour finir, donc pour les entreprises qui souhaitent sourcer des offres de solutions industrielles et vous faire connaître leurs solutions à d'autres entreprises industrielles, je vous invite à vous rendre sur la plateforme Phare Ecobusiness, donc qui est une plateforme de mise en relation. Voilà, vous aurez donc bien sûr tous les liens de la présentation que je vous ai communiqué ici, donc dans un message que nous vous envoyons juste après le webinaire. Donc, je vous remercie de votre écoute. Encore un très, très grand merci à Céline Fallot-Buclet de Tenerdis et Anis Jouini de CM Green Tech. Et je vous souhaite à tous une très, très bonne journée. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.